Objectif brevet de mathématiques. Je t'ai préparé 1 heure de révision efficace sur des notions fondamentales à parfaitement maîtriser pour le brevet. Calcul littéral, équations, théorème de Thalès et de Pythagore, fonctions, images, antécédents ou encore probabilité. Tu pourras facilement naviguer vers les thèmes qui t'intéressent en t'aidant du chapitrage de la vidéo. Parfait pour bien réviser. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es motivé, alors je t'encourage dans cette dynamique et je te souhaite toute la réussite que tu mérites. C'est parti! Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer facilement un antécédent par une fonction. C'est un savoir-faire indispensable en classe de 3e et pour le brevet. Je vais prendre le temps de bien t'expliquer une méthode simple à suivre en 3 étapes pour faire ça. Et je te propose de commencer en expliquant la signification de ces 3 mots de vocabulaire, fonction, image et antécédent. L'objectif, c'est que tu saches ensuite le refaire seul dans des exercices. Alors, c'est quoi une fonction? Eh bien, tu peux imaginer que c'est comme une machine à calcul. Plus précisément, une fonction associe à un nombre de départ un seul nombre d'arrivées, comme je te l'ai illustré avec ce petit schéma. Tu peux donc voir une fonction comme une machine dans laquelle tu entres un nombre, habituellement appelé petit x, et la machine applique un calcul avec ce nombre, puis elle te donne un résultat. Le plus souvent, on appellera la fonction petit f, et on l'écrira comme ça se lit f de x, et ça signifie le résultat obtenu quand on applique la fonction f au nombre x. Prenons tout de suite un exemple, ce sera beaucoup plus clair. On considère ici la fonction f de x qui est égale à 4x plus 1. Donc si on choisit un nombre x qui est égal à 2, ça veut dire qu'on donne à la machine le nombre 2, et pour savoir quel nombre elle renvoie, il suffit tout simplement de remplacer dans l'expression de la fonction petit x par 2, comme je te le montre ici. Finalement, cette fonction effectue le calcul suivant avec ce nombre. 4 fois ce nombre, donc 4 fois 2, plus 1. Et ça, c'est égal à 8 plus 1, qui est égal à 9. Et c'est maintenant que l'on va pouvoir introduire les 2 autres mots de vocabulaire à connaître, sur la notion de fonction, image et antécédent. On dit que 9, c'est l'image de 2 par la fonction f, et que 2 est un antécédent de 9. L'image, c'est donc le résultat qui est donné par la fonction. Et l'antécédent, c'est le nombre de départ qu'on lui a donné. Maintenant qu'on a bien rappelé ce qu'est une fonction, une image et un antécédent, tu vas pouvoir apprendre à déterminer très facilement un antécédent par une fonction. C'est l'objectif de cette vidéo. Autrement dit ici, on connaît le résultat donné par la fonction et on cherche un nombre de départ qui permet d'obtenir ce résultat. Ça, c'est un exemple de question très classique que tu pourras retrouver dans des exercices. À partir de l'expression d'une fonction comme celle-ci, f de x est égal à 4x plus 1, il faut être capable de déterminer un antécédent, ici un antécédent de 13, par la fonction f. Autrement dit, on cherche ici le nombre qui, une fois passé dans la machine, donne comme résultat 13, ce qui revient finalement à chercher le nombre x tel que f de x égale 13. Et pour ça, on va tout simplement se servir de ce qu'on nous donne dans l'énoncé, de l'expression de la fonction. Comme on sait que f de x est égal à 4x plus 1, on remplace f de x par son expression, comme je te le montre ici, pour obtenir une équation. 4x plus 1 est égal à 13. Et voilà, c'est ça le cœur du raisonnement. Finalement, la méthode à retenir, que je t'ai écrite ici en vert, c'est qu'on commence par écrire f de x est égal au nombre donné, donc ici égal à 13. On remplace f de x par son expression, dans laquelle on retrouve le petit x, et on résout l'équation pour trouver là où les valeurs de x. Du coup, on va tranquillement réaliser ensemble cette dernière étape et résoudre l'équation 4x plus 1 est égal à 13. Et x, c'est justement un antécédent, c'est-à-dire le résultat que l'on recherche. Arrive isoler x, je te rappelle que c'est obtenir x égale quelque chose, seul d'un côté du signe égal. Ici, si tu regardes bien, tu vois que x, il est dans le membre de gauche, 4x plus 1. On peut donc commencer, pour l'isoler, par enlever le plus 1. En mathématiques, pour annuler une opération, il suffit tout simplement d'appliquer son opération inverse. C'est pour ça ici que pour enlever le plus 1, je vais venir soustraire 1, sans oublier de bien le faire de chaque côté pour conserver l'égalité, comme je te le montre ici. On obtient ainsi
4x dans le membre de gauche et 12 dans le membre de droite. Il reste maintenant une dernière étape pour isoler petit x, pour avoir petit x tout seul à gauche. Pourquoi? Eh bien parce que comme tu peux le voir ici, x est multiplié par 4. Pour annuler une multiplication par 4, toujours la même méthode, opération inverse, on divise par 4. Et bien des deux côtés, attention à ça. À gauche, on a 4x divisé par 4, et ça c'est égal à x. On dit que les 4 se simplifient, puisqu'on a 4 sur 4 et que c'est égal à 1. Et à droite, on a 12 divisé par 4. Et 12 divisé par 4, c'est égal à 3. Parfait, on vient de résoudre l'équation et on trouve que x égale 3. Il ne reste plus qu'à interpréter ce résultat. 3, c'est un antécédent de 13 par la fonction f. Autrement dit, si on rentre 3 dans la fonction, on obtient 13. D'ailleurs, tu as toujours la possibilité de vérifier ce genre de résultat. Comment? Eh bien tout simplement en calculant cette fois l'image de 3 par la fonction f pour vérifier que l'on retrouve bien 13. On va le faire ici. L'image de 3 par la fonction f, on l'a expliqué tout à l'heure, on remplace petit x par 3 et on trouve que c'est égal à 4 fois 3 plus 1, donc 12 plus 1, et on retrouve bien 13. On est rassuré. On vérifie ainsi notre résultat. Voilà, tu sais maintenant comment calculer un antécédent par une fonction en suivant une méthode simple en 3 étapes. Tu vois, il n'y a rien de bien compliqué. Bonjour! Dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode à suivre pour déterminer la médiane d'une série. Je te noterai au fur et à mesure les différentes étapes pour que tu comprennes bien et que tu sois capable à la fin de le refaire seul dans des exercices. On a ici une série de valeurs. Il s'agit d'une série de notes. Avant de commencer, je te rappelle que la médiane d'une série, c'est une valeur qui coupe la série en deux et qui va la partager de façon à ce qu'il y ait autant de valeurs supérieures à la médiane que de valeurs inférieures à la médiane. Pour faire ça, quand tu as une série, la première chose à faire, si ce n'est pas déjà fait dans l'énoncé, c'est de classer les valeurs par ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Petite astuce, quand tu fais ça dans un exercice, n'hésite pas à barrer au fur et à mesure sur ton énoncé les valeurs que tu classes, ça va bien t'aider et t'éviter des oublis ou des étourderies. Ensuite, pour pouvoir couper cette série de valeurs en deux, il faut connaître l'effectif total, qu'on note habituellement grand N, c'est-à-dire le nombre total de valeurs dans ta série. Ici, c'est 9, il y a 9 notes. Et à partir de là, tu peux être confronté à deux situations, et du coup deux méthodes différentes à appliquer pour déterminer la médiane. Soit l'effectif total est impair, soit l'effectif total est pair. Prenons d'abord la première possibilité, lorsque la série que tu étudies est composée d'un effectif total impair, comme c'est le cas ici avec les 9 notes. Et bien dans ce cas, la médiane s'obtient tout simplement en prenant la valeur centrale de la série. Et pour savoir à quelle valeur ça correspond, à quel rang dans la série se trouve la médiane, on divise l'effectif total par 2 et on rajoute 0,5. Pour notre exemple, ça nous donne 9 divisé par 2, donc 4,5, plus 0,5, donc 5. Autrement dit, la médiane de cette série correspond à la valeur au cinquième rang, donc ici c'est 12. On retrouve d'ailleurs bien que cette valeur, la médiane, coupe la série en deux et qu'il y a autant de valeurs inférieures, donc ici 4, que de valeurs supérieures, 4 aussi. Deuxième possibilité à laquelle tu vas être confronté, c'est si l'effectif total est pair. Dans ce cas, la méthode est différente. Prenons un autre exemple avec ce cas de figure pour bien t'expliquer. On a cette fois un relevé de température. Pour déterminer la médiane, je recommence bien la méthode en classant les valeurs par ordre croissant. Puis je calcule l'effectif total. Ici c'est 6. Il y a 6 valeurs de température données. Comme l'effectif total est pair, la médiane s'obtient cette fois en calculant la moyenne des deux valeurs centrales. Ces deux valeurs centrales, on les obtient en prenant les valeurs qui correspondent au rang de l'effectif total divisé par 2, donc pour cette série, le troisième rang, et le suivant, ici le quatrième. 30,5 degrés Celsius et 31 degrés Celsius sont les deux valeurs centrales de la série. Je n'ai plus qu'à calculer la moyenne, je les additionne et je divise par 2, pour trouver que la médiane de cette série est de 30,75 degrés Celsius.
Et tu remarques d'ailleurs dans cette situation, quand l'effectif total est pair, la valeur de la médiane n'est pas forcément une valeur qui se trouve dans la série. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à résoudre une équation. Je vais bien t'expliquer la méthode à suivre pour que tu saches ensuite le refaire seul dans des exercices. J'ai volontairement choisi des exemples simples pour que tu comprennes bien, et je te proposerai dans la vidéo suivante des exemples plus difficiles si tu souhaites approfondir. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle une équation? Une équation, c'est une égalité entre deux expressions mathématiques où une lettre, souvent notée petit x, représente un nombre inconnu. Ici, tu as sous les yeux deux exemples d'équations. Et qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu, trouver à quoi est égal x. Autrement dit, on va chercher quel nombre peut remplacer la lettre x pour que l'équation soit vérifiée. Maintenant qu'on a posé les bases, je vais bien t'expliquer comment faire ça facilement avec ce premier exemple. Comment résoudre x moins 5 égale 9? Donc comme je viens de te le dire, notre objectif, c'est d'arriver à trouver x égale quelque chose. Et le principe est assez simple. Pour y arriver, on va à chaque fois chercher à ramener tous les nombres à droite du signe égal et les x à gauche. Donc la première étape, c'est de prendre le temps de regarder l'équation et de voir ce que l'on va devoir déplacer. Ici, on a x que je vais surligner en rouge, lui, il est bien déjà du bon côté du signe égal. Ici, on a un nombre, et on n'oublie pas que le signe d'un nombre est toujours celui placé devant le nombre. C'est pour ça qu'ici, j'ai surligné moins 5, et pas que 5. D'ailleurs, lui, il va falloir le ramener du côté des nombres, dans le membre de droite, si tu as bien retenu ce que je viens de t'expliquer. Ici, on a 9, et lui, il est déjà du bon côté de l'égalité. Maintenant, c'est là que tu dois bien te concentrer. Pour déplacer un terme d'un membre à l'autre dans une équation, on effectue tout simplement l'opération inverse. Et c'est pour cette raison-là qu'ici, dans le membre de gauche, je rajoute plus 5, qui est l'opération inverse de moins 5. Mais attention, on doit obligatoirement effectuer la même opération des deux côtés de l'équation pour préserver l'égalité. Si on modifie un côté sans faire la même chose de l'autre côté, l'égalité n'est plus vraie. Il ne faut donc pas oublier de toujours faire la même opération de chaque côté du signe égal. Et là, c'est presque terminé. Tu n'as plus qu'à calculer dans chaque membre. À gauche, x moins 5 plus 5. Moins 5 plus 5, tu sais que c'est égal à 0. On dit que les deux termes s'annulent. Et il reste x tout seul. Parfait, c'est ce qu'on voulait obtenir. Et à droite, 9 plus 5 est égal à 14. Bravo, mission accomplie. On vient de résoudre cette première équation. X égale à 14. 14, c'est la valeur de l'inconnu qui vérifie cette équation. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite pour ta concentration. Et je te propose maintenant de vérifier que tu as bien compris en reprenant la même méthode pour résoudre cette deuxième équation. J'ai choisi un exemple légèrement différent, mais tu vas voir, il n'y a rien de compliqué si on reprend tranquillement les étapes. Je commence tout simplement par identifier les termes avec l'inconnu x et ceux avec des nombres. Et c'est comme ça que je vois que je vais devoir ramener plus 1 dans le membre de droite, à droite du signe égal, et x, on va chercher à le ramener dans le membre de gauche. Évidemment, quand tu seras bien à l'aise, tu pourras effectuer directement les deux calculs en même temps. Mais au début, je te conseille de bien le faire étape par étape. Je vais commencer avec ce x. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, pour déplacer un terme d'un membre à l'autre dans une équation, on effectue tout simplement l'opération inverse. Donc ici, petit x, pour le faire disparaître de ce membre, l'opération inverse, c'est moins x. Attention, j'effectue bien la même opération de chaque côté. C'est obligatoire, ne l'oublie pas. On effectue ensuite les calculs. À gauche, 2x plus 1 moins x est égal à x plus 1. Je peux réunir les x pour les simplifier. 2x moins 1x est égal à 1x. Et à droite, x moins 3 moins x est égal à moins 3. Même chose, x moins x est égal à 0. Les deux x s'annulent. Parfait,
On a bien ramené tous les x à gauche, c'était le but de cette étape. Il ne reste plus qu'à s'occuper du plus 1. Pour ça, comme d'habitude, opération inverse. L'opération inverse de plus 1, c'est moins 1, qu'on effectue bien de chaque côté du signe égal. Et il ne reste plus qu'à calculer. À gauche, x plus 1 moins 1 est égal à x, et à droite, moins 3 moins 1 est égal à moins 4. Moins 4, c'est la solution de cette équation. Félicitations, tu sais maintenant comment résoudre une équation. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à simplifier une fraction pas à pas avec une méthode simple et efficace. Mais pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire simplifier une fraction? C'est un savoir-faire que tu retrouveras dans de nombreux exercices en mathématiques et je vais t'expliquer comment faire ça. Tu as sous les yeux deux fractions, 2 quarts et 1 demi. Ces deux fractions n'ont pas le même numérateur, le nombre est écrit au-dessus du trait de fraction, ni le même dénominateur, le nombre écrit en dessous. Et pourtant, comme tu peux le voir sur ces deux représentations, les fractions 2 quarts et 1 demi sont égales, elles sont équivalentes. Elles représentent bien la même valeur. On voit donc bien ici qu'il est possible d'écrire une même fraction avec des écritures différentes. On dit que 1 demi est une écriture simplifiée de la fraction 2 quarts. Pourquoi simplifier? Car elle représente la même quantité, mais avec des nombres plus petits. Du coup, pour simplifier une fraction, il faut diviser en haut et en bas par un même nombre. C'est ça que tu dois retenir. Pour être un peu plus précis avec le vocabulaire, pour simplifier une fraction, il faut chercher à diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Dans cet exemple, on a divisé par 2 le numérateur et le dénominateur de la fraction 2 quarts pour la simplifier et ainsi obtenir 1 demi. Tu peux retenir qu'on ne change pas une fraction lorsqu'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Ici, on dit qu'on a simplifié la fraction. Maintenant qu'on a planté le décor, je te propose de prendre un exemple de fraction et d'essayer ensemble de la simplifier au maximum. On dit qu'on cherche à la rendre irréductible. C'est exactement ça que tu dois être capable de faire dans des exercices, et je vais te montrer comment y arriver facilement. Pour simplifier une fraction, je te rappelle que l'objectif c'est de l'écrire avec des nombres plus petits. Et pour ça, il faut trouver un nombre qui divise à la fois le numérateur et le dénominateur. C'est ce qu'on appelle un diviseur commun de 12 et de 30. Pour bien maîtriser ce savoir-faire, il faut donc se souvenir des règles de divisibilité. Dans cet exemple, 12 et 30 sont des nombres pairs, ce qui veut dire qu'ils sont tous les deux divisibles par 2. Tu dois bien te souvenir que tous les nombres pairs sont divisibles par 2. On peut donc tout simplement commencer par diviser ces deux nombres par 2 pour simplifier cette fraction. Au numérateur, on obtient 12 divisé par 2, ça c'est égal à 6. Et au dénominateur, 30 divisé par 2, 30 divisé par 2 est égal à 15. 16 quinzièmes est une écriture simplifiée de 12 trentièmes. Mais ici, on peut encore simplifier. 6 quinzièmes, ce n'est pas une fraction irréductible. Comment le deviner? Eh bien en cherchant un nouveau diviseur commun à 6 et à 15. Sont-ils tous les deux divisibles par 2? La réponse est non. 6 est pair. Il est divisible par 2, mais 15 ne l'est pas. Dans ce cas, on continue à tester d'autres diviseurs. Sont-ils tous les deux divisibles par 3? La réponse est oui. Je te rappelle qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Et on peut aussi le voir ici plus rapidement, puisque 6 c'est dans la table de 3, 6 est égal à 2 fois 3, et 15 est aussi dans la table de 3, 15 est égal à 5 fois 3. On peut donc diviser le numérateur et le dénominateur de la fraction 6 quinzièmes par 3 pour obtenir cette nouvelle écriture simplifiée. 6 divisé par 3 est égal à 2, et 15 divisé par 3 est égal à 5. 2 cinquièmes ne peut plus être simplifié. On dit que c'est une fraction irréductible. Il n'existe pas de diviseur commun au numérateur et au dénominateur qui permet de la simplifier davantage. Une petite remarque pour finir. Si tu es à l'aise, tu as parfaitement le droit de simplifier directement de 12 trentièmes à 2 cinquièmes. Pour ça, il fallait être capable d'identifier que 12 et 30 sont tous les deux dans la table de 6, et qu'on pouvait donc directement les diviser par 6 pour obtenir 2 cinquièmes.
mais ce n'est pas indispensable de le faire directement. Dans cette vidéo, je te propose de t'expliquer simplement comment lire des images et des antécédents à l'aide de la représentation graphique d'une fonction. Pour ça, on va faire ensemble plusieurs exemples, puis je te proposerai à la fin une petite fiche de révision avec la méthode à bien retenir. On y va. Comment lire graphiquement une image? Avant de commencer, je te rappelle le vocabulaire à connaître quand on étudie la représentation graphique d'une fonction comme celle-ci. L'axe horizontal, celui-ci, c'est l'axe des abscisses, sur lequel sont représentées les différentes valeurs de x. L'axe vertical, celui-ci, c'est l'axe des ordonnées, sur lequel sont représentées les valeurs renvoyées par la fonction f. C'est ce qu'on appelle l'image de x. Retiens donc que c'est sur cet axe des ordonnées qu'on va venir lire les images. On y va avec un exemple. Ici, on souhaite déterminer l'image de 1 par la fonction f. Une fonction, tu peux imaginer que c'est comme une machine qui, quand on lui donne une valeur, nous renvoie une autre valeur. Ici, on cherche l'image de 1, donc quand je donne 1 à cette fonction, quelle valeur elle me renvoie? Pour faire ça, je viens me placer sur l'axe des abscisses, sur l'axe des x, à x égale 1. Et je regarde, en projetant sur la courbe, puis par lecture graphique, l'image de 1. Quand je donne 1 à la fonction f, elle me renvoie l'image moins 1. On peut aussi l'écrire comme ça. F de 1 égale moins 1. L'image de 1 par la fonction f est moins 1. Voilà. On réessaye avec un deuxième exemple. Déterminer, cette fois, l'image de moins 1 par la fonction f. Donc, quand je donne moins 1 à la fonction, je viens me placer sur l'axe des x en moins 1. Et je cherche quelle image, quelle f de x, elle me renvoie. Je projette sur la courbe, puis sur l'axe des ordonnées, et je trouve ici 3. F de moins 1 égale 3, l'image de moins 1 par la fonction f est 3. Maintenant qu'on sait lire une image, on va voir comment lire un antécédent. Les antécédents, eux, ils vont venir se lire sur l'axe des abscisses. Par exemple, pour déterminer un antécédent de 3 par la fonction f, ça revient à dire pour quelle valeur de x la fonction me renvoie 3. Ou on peut aussi dire qu'on cherche les valeurs de x qui renvoient f de x égale 3. Pour déterminer les antécédents, je viens me placer ici, à f de x égale 3. Et je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses pour venir repérer facilement toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 3. Autrement dit, toutes les intersections avec la représentation graphique. Et là, je vois qu'il y a une intersection ici. Je projette sur l'axe des x pour retrouver la valeur de cet antécédent de 3. Ici, lorsque x égale moins 1, f de x égale 3. Je peux aussi écrire f de moins 1 égale 3. Ou tout simplement, moins 1 est un antécédent de 3 par la fonction f. Parfois, il peut y avoir plusieurs antécédents. Regarde avec ce deuxième exemple. On va reprendre tranquillement la méthode pour vérifier que tu as bien compris. On cherche ici les antécédents de 1 par la fonction f. Donc pour quelle valeur de x, la fonction me renvoie 1. Je viens me placer ici, à f de x égale 1, puisque je cherche les antécédents de 1. Je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses pour repérer facilement toutes les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 1. Et là, je vois qu'il y a 3 intersections. Je projette sur l'axe des abscisses pour lire les valeurs de ces antécédents. F de moins 2 égale 1, mais aussi f de 0 égale 1 et f de 2 égale 1. Je peux également écrire directement que les antécédents de 1 par la fonction f sont moins 2, 0 et 2. Voilà pour ces exemples. Je te propose, pour finir, une petite fiche de révision avec la méthode à retenir. Quand tu as la représentation graphique d'une fonction, il faut bien avoir en tête que l'axe des abscisses, l'axe des x, correspond aux antécédents, et celui des ordonnées
correspond aux images. Si tu veux déterminer l'image de x, la méthode à suivre c'est la suivante. Tu commences par te placer en x sur l'axe des abscisses, et tu trouves le point de la courbe correspondant, et ici, en ordonnée, tu lis l'image de x, c'est-à-dire f de x, tout simplement. Si tu veux déterminer les antécédents, par exemple ici pour les antécédents de 2, tu traces tout simplement la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par 2, et tu lis en projetant sur l'axe des abscisses les antécédents. Comment reconnaître un tableau de proportionnalité? Et comment trouver le coefficient de proportionnalité correspondant? C'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo en suivant une méthode simple. Pour commencer, je vais déjà bien t'expliquer comment lire ce genre de tableau. Tu as sous les yeux un exemple de tableau de valeurs avec deux grandeurs différentes. Sur la première ligne sont représentées les valeurs de différentes masses de fraises exprimées en kilogrammes, et sur la deuxième ligne, il est indiqué le prix correspondant en euros. Cette colonne-là nous indique que 2 kg de fraises coûtent 8 euros. Et celle-ci, elle indique que 4 kg coûtent 16 euros, et ainsi de suite. Maintenant, pour déterminer si ces deux grandeurs sont proportionnelles, il faut que tu retiennes cette définition. Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut obtenir toutes les valeurs de l'une en multipliant celles de l'autre par un même nombre, non nul, c'est-à-dire différent de 0. Si je reformule ça différemment pour t'aider à bien comprendre, si on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par un même nombre, alors il y a proportionnalité, tout simplement. Et on va chercher ensemble ce nombre pour cet exemple simple. Regarde bien ici. Pour ça, je me concentre sur le premier couple de valeurs, 2 et 8, sans me soucier des grandeurs puisque la méthode est la même à chaque fois. Et je me pose une question simple, par quoi dois-je multiplier 2 pour obtenir 8? Autrement dit, par quel nombre dois-je multiplier la valeur de la première ligne, de la première grandeur, pour retrouver celle de la deuxième? Et là, tu vois qu'on retrouve facilement de tête que 2 fois 4 est égal à 8. Ensuite, on reprend exactement le même raisonnement pour la colonne suivante, avec les deux nouvelles valeurs, 4 et 16, et on vérifie ainsi bien qu'en multipliant 4 par 4, on retrouve 16. Là encore, on obtient une ligne en multipliant l'autre toujours par un même nombre, ici par 4. Et on termine avec 10 et 40, en multipliant la valeur de la première ligne 10 par 4, 10 fois 4 est égal à 40, on retrouve bien la valeur de la deuxième ligne. Parfait, il s'agit donc bien d'un tableau de proportionnalité. Pourquoi est-ce qu'on peut l'affirmer? Eh bien parce qu'on remarque justement que l'on peut obtenir toutes les valeurs du prix en multipliant les valeurs de la masse par un même nombre à chaque fois, comme l'indique cette petite bulle dans laquelle je peux venir compléter x 4. Cela permet d'affirmer que la masse de fraises exprimée en kilogrammes et le prix en euros sont des grandeurs proportionnelles. Et ce nombre 4 porte un nom bien particulier. C'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. C'est par lui qu'il faut multiplier la première grandeur pour retrouver la deuxième. Petite remarque, on peut tout aussi bien utiliser ce coefficient de proportionnalité pour faire le chemin inverse, c'est-à-dire l'utiliser pour retrouver à partir de la deuxième ligne les valeurs de la première. Et pour ça, il suffit tout simplement d'effectuer l'opération inverse puisqu'on effectue le chemin inverse. Et tu sais déjà que l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Autrement dit, on peut retrouver la valeur de la première ligne en divisant celle de la deuxième par 4, tout simplement. Maintenant que l'on a bien expliqué ce que l'on appelle un tableau de proportionnalité, je vais pouvoir te présenter une méthode simple pour identifier rapidement si un tableau représente une situation de proportionnalité ou non. C'est quelque chose que tu dois bien savoir faire et que tu retrouveras souvent dans des exercices. Et je vais aussi te montrer comment retrouver facilement le coefficient de proportionnalité. Pour ça, il te suffit simplement de calculer les quotients, valeur de la grandeur 2 divisé par la valeur de la grandeur 1. Et si les résultats obtenus sont tous égaux, alors les grandeurs sont proportionnelles, et le résultat est le coefficient de proportionnalité. On va le faire ici ensemble pour ces deux exemples, et tu vas voir que c'est facile. Pour le premier tableau, je me concentre du coup d'abord sur la première colonne, et je calcule 0,8 divisé par 4 à l'aide d'une calculatrice.
J'ai bien divisé la valeur de la deuxième grandeur, la taille de Matisse, sur la deuxième ligne, par celle de la première, 4, son âge. Et on trouve 0,2. On reproduit tranquillement la même chose avec les autres colonnes, dans le but de déterminer si ces deux grandeurs sont proportionnelles ou non. Comme on vient de le dire, il suffit pour ça simplement de refaire exactement la même chose. Je divise donc 1,2 par 8, et ça, c'est égal à 0,15. Puis pour la dernière colonne, 1,5 divisé par 15 égale 0,1. Et là, comme on constate que ces quotients ne sont pas égaux, cela nous permet d'affirmer qu'il n'est pas possible d'obtenir les valeurs d'une grandeur en multipliant celle de l'autre par un même nombre. Autrement dit, on peut affirmer que l'âge de Matisse, en années, et sa taille en mètres ne sont pas des grandeurs proportionnelles, et il ne s'agit donc pas d'un tableau de proportionnalité, tout simplement. On arrive maintenant au dernier exemple, et là encore, on va appliquer exactement la même méthode pour déterminer si ce tableau représente une situation de proportionnalité. Pour ça, je divise les valeurs de la deuxième ligne par celles de la première pour chaque colonne. 150 divisé par 2 est égal à 75, 450 divisé par 6 est égal à 75, et 900 divisé par 12 est égal à 75 aussi. Parfait, tous ces quotients sont égaux. On peut dans ce cas-là affirmer que le nombre de crêpes et la masse de farine en grammes sont des grandeurs proportionnelles, et que 75 est le coefficient de proportionnalité. Il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité. On a alors l'habitude de placer cette petite flèche avec le coefficient de proportionnalité en vérifiant bien le sens de la flèche. Il faut bien multiplier les valeurs de la première ligne par 75 pour obtenir celle de la deuxième. On peut le vérifier facilement. 2 fois 75 est égal à 150. 6 fois 75 est égal à 450. On a donc bien placé la flèche dans le bon sens. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment factoriser une expression en suivant une méthode simple. Factoriser, c'est réécrire une somme ou une différence sous forme de produit. En fait, c'est tout simplement l'inverse de développer. Regarde bien avec cet exemple. Si on développe 2 facteurs de x plus 3, autrement dit si on distribue dans la parenthèse le facteur 2, on obtient bien comme résultat 2x plus 6. Eh bien, factoriser, c'est faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va partir de la somme, 2x plus 6, et on cherche un facteur qui est commun à chacun des termes. Donc dans cet exemple, qui est à la fois dans le 2x et dans le 6, pour pouvoir le sortir et mettre ce qui reste entre parenthèses. On va prendre tout de suite 4 exemples différents pour bien t'expliquer la méthode à suivre pour factoriser une expression et te donner quelques astuces. Je vais te détailler à chaque fois chaque étape pour que tu comprennes bien et que tu saches ensuite le refaire seul dans des exercices ou le jour du contrôle. Allons-y avec la première expression à factoriser. A égale 2x moins 2. La première étape de la méthode, elle consiste à trouver le facteur commun à tous les termes. C'est-à-dire ici, regarder dans le 2x et dans le 2 s'il y a une lettre ou un nombre en commun que l'on va pouvoir extraire. À cette étape, prends ton temps et tu verras qu'à force de faire des exemples, ce sera de plus en plus facile à trouver. Ici, est-ce qu'il y a une lettre en commun dans chacun des termes? Non, car le deuxième terme n'a pas de x. Par contre, 2 est un facteur commun. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'on peut réécrire cette expression avec 2 qui multiplient quelque chose pour chaque terme, comme je te le montre ici. A est égal à 2 fois x moins 2 fois 1. Parfait, mission accomplie. Il ne reste plus qu'à sortir ce facteur commun devant une parenthèse. Et pour savoir ce qu'on met entre les parenthèses, il suffit de recopier ce qui reste en bleu. X moins 1. Pour être un peu plus précis, dans la parenthèse, on se demande par quoi peut-on multiplier ce facteur commun, 2, pour retrouver le terme 2x? Eh bien c'est x, tout simplement. Et par quoi doit-on multiplier pour retrouver moins 2? Eh bien il faut multiplier par moins 1. La factorisation est terminée.
On a bien transformé une différence avec cette soustraction en un produit de deux facteurs, 2 et x-1. Petite astuce, sache que tu peux vérifier que ta factorisation est correcte, éventuellement dans ta tête ou au brouillon, en la développant. 2 facteurs de x-1, si on développe, on retrouve bien 2x moins 2. C'est tout bon. On peut passer au deuxième exemple. 6y moins 9y plus 12y. Cette fois, on a 3 termes, mais ne t'inquiète pas, la méthode reste la même. Tous avec la même lettre, y. Il est donc facile de commencer par repérer y comme facteur commun. Et je te conseille, surtout au début pour t'aider, de réécrire l'expression en faisant apparaître le facteur pour chaque terme, comme je l'ai fait ici. Cela permet de bien visualiser que l'on va pouvoir sortir ce facteur commun de chacun des termes, et on va le placer devant une parenthèse et compléter à l'intérieur de la parenthèse en recopiant ce qu'il reste en bleu. Est-ce que jusque-là, tout est clair pour toi? Maintenant, comme tu l'as déjà peut-être remarqué, on va pouvoir simplifier dans cet exemple ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, puisqu'on n'a que des nombres. Pour ça, on va calculer 6 moins 9 plus 12, et ça, c'est égal à 9. Et on retrouve ainsi que b est égal à 9y. Petite remarque pour cet exemple, il était tout à fait possible d'arriver au même résultat en simplifiant directement l'expression sans passer par la factorisation, puisqu'on avait ici 3 termes avec un y. Et il était aussi possible de factoriser directement par 3y, mais c'était moins facile à voir au premier coup d'œil. Allez, on passe au troisième exemple. C est égal à 7a au carré plus 15a. Comme d'habitude, première étape, on enfile notre costume d'enquêteur et on observe chaque terme pour chercher un facteur commun. Et c'est comme ça que l'on peut ici repérer facilement la lettre A comme facteur commun. Regarde, on peut très bien écrire cette expression comme ça. C'est égal à 7a fois A plus 15 fois A. Du coup, on extrait petit a comme facteur commun devant une parenthèse et il va rester dans la parenthèse 7a plus 15. Et on peut là encore s'assurer de la validité de notre factorisation en développant a facteur de 7a plus 15. Si on développe, on obtient bien 7a au carré plus 15a. Un dernier exemple, un peu différent des autres, puisqu'on a cette fois 3 termes, et en plus on a une puissance. Mais pas de panique, la méthode reste toujours la même. Regarde bien ici. D est égal à 5t au carré, moins 10t, plus 15. Est-ce qu'on peut identifier une lettre comme facteur commun à ces 3 termes? Eh bien non. Attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Pourquoi? Eh bien parce que le dernier terme, 15, il est tout seul, il n'y a pas de t. Donc impossible de sortir une lettre en commun de ces 3 termes. Du coup, on continue notre enquête et on va regarder du côté des nombres pour pouvoir factoriser. On a 5, 10 et 15. Et est-ce que ces 3 nombres-là, ils ne partageraient pas un facteur commun? Eh bien oui, ces 3 nombres sont tous dans la table de 5. Donc 5 est un facteur commun. Regarde, on peut très bien écrire cette expression comme ça. D est égal à 5 fois t au carré, moins 5 fois 2t, plus 5 fois 3. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, lorsque tu seras à l'aise, tu ne seras pas obligé de réécrire cette ligne qui fait apparaître le facteur commun. Tu pourras directement le sortir devant une parenthèse. On sort du coup ce 5, et pour finir on cherche qu'il faut mettre à l'intérieur de la parenthèse pour retrouver chaque terme quand on développe. T au carré, moins 2t, plus 3. Et pour vérifier notre résultat, il est toujours possible de redévelopper. Si on redéveloppe cette expression, 5 facteurs de t au carré moins 2t plus 3, on va bien retrouver 5t au carré moins 10t plus 15. Et voilà, tu sais maintenant comment factoriser une expression simplement et rapidement. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à résoudre une équation facilement. J'ai choisi ici des exemples simples et l'objectif c'est de t'expliquer la méthode à suivre pas à pas pour que tu puisses ensuite le refaire seul dans tes exercices. Je te rappelle qu'une équation c'est une égalité entre deux expressions mathématiques
dans laquelle on va retrouver une lettre, souvent notée petit x, qui représente un nombre inconnu. Lorsqu'on te demande de résoudre une équation, cela veut dire qu'on attend de toi que tu retrouves toutes les valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vérifiée. Maintenant que l'on sait où on veut aller, je vais pouvoir t'expliquer comment faire ça facilement avec ce premier exemple. Comment résoudre 3x est égal à 15? Il y a plusieurs manières de voir les choses. Pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire avoir x égale quelque chose seul d'un côté du signe égal, on cherche finalement ici comment faire pour se débarrasser du 3 qui est devant lui. Est-ce qu'il n'existe pas une opération mathématique qui permettrait de faire disparaître le 3? Et pour t'aider à voir comment faire ça, je te rappelle que lorsqu'une lettre est directement écrite à la suite d'un nombre, comme ici avec 3x, le 3 et le x sont collés, eh bien c'est en réalité une notation simplifiée de l'opération 3 fois x. Et j'ai pris soin de te le réécrire pour que tu comprennes bien ce premier exemple, mais tu n'es évidemment pas obligé de le faire lors de tes calculs. Ensuite, on revient à notre objectif. Comment se débarrasser de ce 3? Eh bien, tu peux retenir qu'il suffit tout simplement d'effectuer l'opération inverse. 3 multiplie x, et l'opération inverse de la multiplication, ça, il faut t'en souvenir, c'est la division. C'est pour ça que je viens diviser par 3, tout simplement. Mais attention, pour conserver l'égalité, on doit appliquer la même opération de chaque côté. C'est indispensable. Une égalité reste vraie si on multiplie ou si on divise ces deux membres par un même nombre différent de 0, et c'est cette propriété-là que l'on utilise ici. Et là, c'est presque terminé. Regarde bien ici. À gauche, on se retrouve avec 3 divisé par 3, et ça, on peut le simplifier. 3 sur 3 est égal à 1. Donc dans le membre de gauche, il ne reste plus que x. Parfait, c'est ce qu'on voulait obtenir. Et de l'autre côté, à droite, on obtient 15 tiers, et cette fraction-là, on peut la simplifier, puisque 15 divisé par 3 est égal à 5. On vient de résoudre cette équation, x égale 5. Cela veut dire que si on remplace x par 5 dans cette équation, l'égalité est bien vérifiée. 3 fois 5 est égal à 15. On continue avec un deuxième exemple un peu différent. Mais tu vas voir que l'on va pouvoir aller plus vite et que ça va être encore plus facile, car on va tout simplement réappliquer la même méthode. X sur 4 est égal à 3. Pour la première étape, comme tout à l'heure, prends le temps de regarder l'équation et de comprendre ce que l'on cherche à faire. Le but, c'est d'avoir x tout seul. Ici, x, il est divisé par 4, donc on veut se débarrasser du divisé par 4. Et est-ce que tu te souviens comment on fait ça? Comment se débarrasser d'une partie de l'expression? Eh bien, on effectue l'opération inverse. On multiplie par 4, tout simplement. Et attention, comme tout à l'heure, il ne faut pas oublier de le faire dans chaque membre, c'est-à-dire de chaque côté du signe égal, comme je te le montre ici. On obtient alors x sur 4 fois 4 est égal à 3 fois 4. À gauche, comme prévu, les 4 vont se simplifier, et à droite, on peut calculer le résultat de cette multiplication. 3 fois 4 égale 12. Bravo, tu viens d'apprendre à résoudre des équations simples. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à utiliser facilement le théorème de Pythagore pour calculer une longueur dans un triangle rectangle. Un grand classique en mathématiques à maîtriser dès la classe de 4e. Pour ça, je te propose deux parties. On va commencer par un rapide rappel de ton cours avec une petite fiche de révision et ce que tu as à retenir. Ensuite, on corrigera un exercice très classique tombé au brevet en 2024 pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire et te préparer pour une évaluation. D'abord, il faut que tu saches évidemment identifier facilement un triangle rectangle. C'est un triangle particulier qui contient un angle droit. Sa mesure est égale à 90 degrés, comme l'indique ce petit symbole. Dans un triangle rectangle, le plus grand des trois côtés est appelé l'hypoténuse. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir facilement comprendre et retenir le théorème de Pythagore. Il nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, du plus grand des trois côtés, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Reprenons avec cet exemple. Le théorème de Pythagore permet d'écrire cette égalité, qu'on appelle aussi égalité de Pythagore. BC au carré, c'est bien le carré de la longueur de l'hypoténuse, est égal à AB au carré plus AC au carré, c'est-à-dire la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Alors tu te demandes peut-être à quoi il va nous servir, quand et comment l'utiliser dans un exercice.
Eh bien, il permet de calculer facilement la longueur manquante dans un triangle rectangle lorsqu'on connaît les deux autres. Mais le plus simple, pour que tu comprennes bien, c'est de te montrer comment faire ça ensemble dans cet exercice, étape par étape. Il est ici demandé de démontrer que la longueur BC mesure environ 17,3 cm. La première chose à faire pour trouver comment répondre à cette question, comme d'habitude, c'est de repérer sur l'énoncé, sur la figure, où se trouve BC. Il est ici. Il n'est pas directement indiqué avec le symbole correspondant que cet angle est un angle droit. Mais là encore, la lecture de l'énoncé nous l'indiquait bien. C'est pour ça que je te dis souvent de bien prendre le temps de relire les énoncés lorsque tu as une difficulté dans un exercice. Comme les droites AB et CG sont perpendiculaires, on peut en déduire que le triangle BCG est rectangle en C. Et je peux prendre soin d'écrire et de compléter ainsi la figure avec le symbole correspondant. Ensuite, toujours en exploitant les informations de l'énoncé, je peux compléter au brouillon sur la figure les longueurs qui nous sont données. CG égale 10 cm et BG égale 20 cm. Et là, tu dois commencer à le voir venir. Lorsque tu analyses l'énoncé d'un exercice et que tu es dans une situation avec un triangle rectangle et que tu connais deux de ses longueurs, puis que tu veux calculer la troisième, bingo, c'est exactement le cas qui doit te faire penser à l'utilisation du théorème de Pythagore. Alors comment le rédiger correctement sur ta feuille? On va commencer par nommer le triangle dans lequel on se place. On nomme bien sûr le nom du théorème utilisé, le théorème de Pythagore, puis on écrit l'égalité qu'il nous donne. Ici, dans le triangle BCG, rectangle en C, le théorème de Pythagore donne l'égalité suivante. BG au carré est égal à BC au carré plus CG au carré. C'est bien BG l'hypoténuse dans ce triangle rectangle. Donc c'est ce côté-là qui se retrouve seul du côté du signe égal. Et n'oublie pas de mettre les carrés. Ensuite, une fois que tu as écrit ton égalité, il te suffit de remplacer par les valeurs connues. Ici, on a 20 au carré est égal à BC au carré plus 10 au carré. Nous, c'est bien BC qu'on cherche. Donc on va devoir commencer par isoler BC au carré. C'est-à-dire avoir BC au carré égale quelque chose seul d'un côté du signe égal. Pour ça, il suffit de soustraire dans chaque membre, c'est-à-dire de chaque côté du signe égal, 10 au carré. Je te remets ici le détail si tu n'es pas très à l'aise pour cette étape, mais tu peux aussi l'écrire directement comme ça. Pour isoler BC au carré, autrement dit enlever le plus 10 au carré à droite, je dois effectuer l'opération inverse. L'opération inverse de l'addition, c'est la soustraction. Et pour conserver l'égalité, il faut évidemment le faire de chaque côté. C'est pour ça qu'on fait moins 10 au carré de chaque côté. On obtient alors cette égalité et on a bien isolé BC au carré. C'est ce qu'on voulait faire. Que j'ai pris soin de réécrire avec l'inconnu ce que l'on cherche à gauche du signe égal. C'est là que la calculatrice va nous être utile pour pouvoir faire le calcul. 20 au carré égale 400 et 10 au carré égale 100. On trouve alors que BC au carré égale 300. Il nous reste une dernière étape pour retrouver la longueur BC, car pour l'instant, on ne connaît que son carré. Et c'est la racine carrée qui permet de faire ça. BC au carré égale 300, donc BC égale racine carrée de 300, tout simplement, et à calculer en utilisant une calculatrice et la touche dédiée avec ce symbole. Et là, attention, ne recopie pas tous les chiffres affichés sur la calculatrice sans réfléchir. L'énoncé nous guide pour l'arrondi, puisqu'il nous demande de démontrer que BC égale 17,3 cm. Autrement dit, il nous demande d'arrondir au dixième de centimètre, au premier chiffre après la virgule, qui correspond également au millimètre. On vérifie sur la calculatrice. Comme le chiffre après le 3 est strictement inférieur à 5, lorsqu'on arrondit, cela nous donne bien 17,3. Et je n'oublie pas d'indiquer l'unité de cette longueur, centimètre, puisque toutes les mesures sont bien exprimées ici en centimètres. On conclut ainsi cet exercice. On retrouve bien que BC mesure environ 17,3 cm. Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment démontrer facilement qu'un triangle est rectangle en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore. C'est un savoir-faire à bien maîtriser au collège pour tes contrôles. Pour ça, je te propose de commencer par construire ensemble une petite fiche de révision sur ce que tu dois retenir de ton cours, puis de corriger ensemble cet extrait d'un exercice du brevet pour bien reprendre étape par étape la méthode à suivre et que tu saches ensuite le refaire seul dans tes exercices.
Tu dois déjà savoir que le théorème de Pythagore rime avec triangle rectangle. Et pour être un peu plus précis, il permet de relier les longueurs des différents côtés de ce type de triangle particulier. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qu'on appelle la réciproque de ce théorème. Tout simplement parce que c'est elle qui permet, lorsqu'on connaît la longueur des trois côtés d'un triangle, de démontrer qu'il est rectangle. Si dans un triangle, le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Alors comment faire ça? Qu'est-ce que tu dois savoir faire? Je t'ai donc sélectionné ici un exercice type et je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour d'abord essayer de le faire seul, en t'aidant éventuellement de ce rappel de cours. On y va. On te demande ici de démontrer que le triangle ABE est rectangle. La première chose à faire, comme souvent, c'est de prendre le temps de bien analyser l'énoncé. Ici, on ne te donne pas une figure simple avec un seul triangle, alors on peut déjà repasser en couleur celui qui nous intéresse, comme je le fais ici, le triangle ABE. Ensuite, il faut se souvenir du rappel de cours que l'on vient de voir ensemble, et que lorsqu'on te demande de démontrer si un triangle est rectangle, tu as la possibilité d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, mais pour ça, il est nécessaire de connaître la longueur de ses trois côtés. Du coup, deuxième analyse du sujet, pour voir si on les a bien et si on peut l'utiliser. On peut lire ici qu'on a AE égale 4,4 cm. Tu peux éventuellement le marquer sur ta figure au brouillon pour t'aider. Celui-ci, EB, et celui-là, AB. C'est parfait, on est rassuré, on a maintenant tout ce qu'il nous faut. Un triangle et la longueur de ses trois côtés. On peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Pour ça, on va prendre soin de bien rédiger, en commençant par nommer le triangle dans lequel on travaille. Il suffit de recopier l'énoncé ABE, puis de nommer le côté le plus long, qui correspond au segment AB. Ensuite, on calcule d'une part le carré du plus grand des trois côtés, donc comme on vient de le dire, AB, et pour ça, il suffit simplement d'utiliser ta calculatrice pour retrouver le résultat. AB au carré est égal à 30,25. Puis d'autre part, on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit ici, AE au carré plus EB au carré. Là encore, je t'encourage à bien t'entraîner avec ta calculatrice pour vérifier que tu retrouves le résultat. Plus tu t'entraînes avec, et plus tu seras à l'aise le jour d'un contrôle. On est rassuré, on retrouve bien le même résultat. Il suffit maintenant simplement d'écrire l'égalité que l'on vient de retrouver. On constate que AB au carré est égal à AE au carré plus EB au carré, et de conclure que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, pense bien à écrire réciproque du théorème de Pythagore dans ta conclusion, on en déduit que le triangle AEB est rectangle en E, et tu peux éventuellement retrouver sur la figure l'angle droit opposé au plus grand des côtés qui est AB, et qui est donc l'hypoténuse, puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer la longueur d'un côté d'un triangle en utilisant le théorème de Thalès. C'est un savoir-faire à bien maîtriser pour tes contrôles. Pour ça, on va commencer par faire un rappel de cours avec une petite fiche de révision sur ce que tu dois retenir. Puis on corrigera ensemble cet extrait d'un exercice du brevet pour bien t'expliquer la méthode à suivre et la rédaction, de manière à ce que tu saches ensuite le refaire seul dans tes exercices. Lorsque tu rencontres une figure avec des triangles emboîtés, comme c'est le cas ici, ou encore en configuration papillon, comme là, il faut penser à l'utilisation du théorème de Thalès. Pour être un peu plus précis, il faut retenir que les rapports des côtés du petit triangle, celui que j'ai pris soin de surligner en bleu, sur les côtés du grand triangle sont égaux. Pour chaque rapport, il faut bien faire attention à écrire au numérateur, c'est-à-dire au-dessus du trait de fraction, les côtés d'un même triangle. Ici, j'ai donc choisi le petit. Et au dénominateur, le côté qui lui correspond pour le grand. Par exemple, pour le premier rapport, ça nous donne bien AB, ce côté-là, sur AD, le côté qui lui correspond dans le grand triangle. Ces deux triangles sont bien semblables. Petite remarque, tu as parfaitement le droit d'écrire l'inverse, c'est-à-dire au numérateur les côtés du grand triangle et au dénominateur ceux du petit. Ces égalités sont valables sous certaines conditions. Un des côtés du petit triangle doit être parallèle à un des côtés du grand triangle. Donc ça, on va voir juste après dans la rédaction qu'il faudra bien le préciser pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Deuxième condition, les deux triangles doivent avoir un sommet commun. Ici, dans ces deux configurations, c'est le sommet A. Et les côtés non parallèles des triangles
doivent appartenir à une même droite, que je te pointe ici en rouge. Ces trois conditions sont donc nécessaires pour appliquer le théorème de Thalès et permet de calculer la mesure d'un côté d'un des triangles. Alors comment faire ça dans un exercice et surtout comment le rédiger de manière simple et claire? Pour bien te l'expliquer, j'ai choisi cet extrait d'un sujet de brevet et je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour d'abord essayer de le faire seul, en t'aidant éventuellement de cette petite fiche de révision. Il est demandé de calculer la longueur FD. Comme à chaque fois, ton meilleur allié pour répondre, c'est l'énoncé de l'exercice. Prends toujours le temps de bien le relire et l'analyser. Tu commences tout simplement par repérer sur la figure ce que tu cherches à calculer. FD est ici. Puis, tu peux facilement remarquer que l'on est dans le cas particulier d'une figure sur laquelle il y a deux triangles emboîtés. Et ça doit te faire penser au théorème de Thalès. Pour pouvoir l'utiliser, il faut donc d'abord s'assurer que l'un des côtés du petit triangle est parallèle à l'un des côtés du grand triangle. Et c'est exactement ce qui est écrit ici dans l'énoncé. Les droites FD et AB sont parallèles. On a donc tout ce qu'il nous faut, on peut maintenant passer à la rédaction. Pour décrire sur ta copie cette configuration particulière qui permet d'utiliser le théorème de Thalès, et ce sera évidemment la même méthode si tu as des triangles en configuration papillon, on commence par citer les points qui sont alignés sur les droites séquentes, les droites qui se coupent. Ici, on a d'une part les points EAF et EBD alignés dans le même ordre. Je te montre bien ici qu'on cite les points dans le même ordre pour chacune des deux droites. Ensuite, comme on l'a bien expliqué, il faut préciser que l'on a deux droites parallèles. Ce sont donc les droites AB et FD. On décrit ainsi la configuration des triangles emboîtés que l'on a ici et qui va maintenant nous permettre, d'après le théorème de Thalès, d'écrire cette égalité. Là encore, j'ai écrit les rapports du côté du petit triangle, celui que j'ai surligné cette fois en vert, sur les côtés du grand triangle. Et ces rapports sont égaux. À partir de cette égalité, c'est toujours la même méthode. Il faut prendre le temps d'analyser là encore l'énoncé pour mettre en relation les longueurs que l'on nous donne ou que l'on peut déterminer, et évidemment celles que l'on cherche. Du coup, la première chose que je vais faire, c'est de bien repérer ici ce que l'on cherche à calculer, FD. Je te la souligne. Le but ici, c'est de ne conserver qu'une égalité entre deux rapports, celui avec la longueur recherchée et celui dont on connaît deux longueurs pour pouvoir appliquer le produit en croix. On va le faire ici ensemble tranquillement. En analysant l'énoncé, je vois qu'on nous donne ici trois côtés du petit triangle, que tu peux éventuellement prendre soin de réécrire au brouillon pour t'aider. Mais il nous faut soit ED, soit EF pour pouvoir appliquer le produit en croix. Et là, on nous donne BD. Alors comment faire à partir de BD pour retrouver soit ED, soit EF? Eh bien, en regardant bien cette figure, on retrouve facilement que ED est égal à 3,3 plus 6,6 cm. C'est pour cette raison que l'on va exploiter l'égalité entre ces deux rapports, que j'ai pris soin de te réécrire. Parce qu'en remplaçant par les longueurs connues, comme on connaît 3 des 4 longueurs, on va pouvoir facilement calculer à l'aide du produit en croix la quatrième, celle qui nous manque, celle qu'on cherche, FD. Si on détaille, en appliquant le produit en croix, on a 3,3 plus 6,6 multiplié par 5,5 est égal à 3,3 fois FD. Et en divisant par 3,3 de chaque côté du signe égal, on obtient bien cette égalité que tu peux éventuellement écrire directement si tu es à l'aise. Il n'y a plus qu'à réaliser le calcul à l'aide d'une calculatrice, puis d'exprimer le résultat de cette longueur, sans oublier d'indiquer son unité. Son unité, c'est l'énoncé qui nous la donne. Les longueurs sont bien ici exprimées en centimètres. Et voilà, tout simplement. En appliquant cette méthode dans tes exercices, tu es maintenant capable de calculer des longueurs dans une configuration de Thalès. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer une longueur dans un triangle rectangle en utilisant la trigonométrie. On va parler de cosinus, de sinus et de tangente. Pour ça, on va faire ensemble un exemple pour bien te montrer la méthode à suivre, comment utiliser ta calculatrice, puis je te proposerai ensuite un exercice pour pouvoir t'entraîner et vérifier que tu as bien compris. Avant de pouvoir se lancer dans l'utilisation du sinus, du cosinus et de la tangente, il faut que tu sois bien à l'aise avec le vocabulaire dans un triangle rectangle et que tu repères facilement l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit, le côté adjacent d'un angle, c'est celui-ci, en bleu, qui n'est pas l'hypoténuse et qui forme l'angle, et enfin le côté opposé,
c'est celui qui est opposé à l'angle. Je te laisse ici ce rappel, ce petit point de révision, pour pouvoir t'aider à bien te repérer pour pouvoir utiliser ces relations trigonométriques. Dans un triangle rectangle, comme celui qu'on a ici, il existe des relations entre les différents côtés et le sinus, le cosinus et la tangente des angles aigus. On peut facilement les retenir avec des moyens mnémotechniques qu'on a dû te présenter en classe, comme soche cache-toi ou casse-toi. Tu utilises celui que tu préfères pour retenir ces différentes relations. Ici, je vais te montrer comment utiliser ces relations pour pouvoir calculer une longueur. C'est un savoir-faire dont tu vas souvent avoir besoin dans des exercices. Pour ça, la première chose à faire, c'est de bien analyser l'exercice pour déterminer laquelle des trois relations doit-on utiliser pour calculer ce qu'on cherche. C'est pas forcément évident au premier coup d'œil de le deviner, mais tu vas voir qu'on peut facilement le retrouver. Pour ça, je te conseille de raisonner à partir de là, de ces initiales, soche cache-toi, par exemple au brouillon. Et on va venir souligner d'abord ce qu'on connaît dans l'exercice. Donc ici, on connaît la longueur AC égale à 4 cm, c'est-à-dire l'hypoténuse. Je souligne donc le H dans soche et le H dans cache. Puis je vais souligner ce qu'on cherche. On cherche ici BC, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle qu'on connaît. Donc je souligne le O pour le côté opposé dans soche et dans TOA. Et c'est fini. Avec ça, je vais maintenant facilement deviner quelle relation on va utiliser. C'est tout simplement celle dans laquelle je retrouve à la fois le côté qu'on cherche et celui qu'on connaît. C'est finalement celle dans laquelle j'ai souligné deux lettres. Ici, on va donc utiliser le sinus de l'angle pour déterminer la longueur BC. Maintenant que j'ai trouvé ça, je peux commencer ma rédaction, en rappelant bien qu'on est dans un triangle rectangle pour pouvoir utiliser ces relations. Le triangle ABC, rectangle en B. Le sinus de l'angle BAC est égal au côté opposé, donc BC, divisé par l'hypoténuse, AC. Ce qu'on cherche ici, c'est la valeur de BC. Il faut donc maintenant l'isoler, c'est-à-dire exprimer BC égale quelque chose, seul d'un côté du signe égal. Pour ça, je peux utiliser le produit en croix. Et si c'est plus simple pour toi, tu peux réécrire cette égalité avec divisé par 1 sous le sinus, à gauche, c'est bien la même chose, pour t'aider à l'appliquer. BC fois 1, donc BC, est égal à sinus BAC multiplié par AC. On connaît bien la valeur de l'angle BAC, 50 degrés, et on a la longueur AC, 4 cm. On n'a plus qu'à effectuer le calcul avec une calculatrice. Mais pour ça, n'oublie pas de vérifier que ta calculatrice est bien en degrés. C'est en général visible sur l'écran. Par exemple ici, sur ce modèle, il est écrit D pour indiquer qu'on est bien en degrés. Pour le vérifier, ici j'appuie sur seconde, config, 2 pour choisir l'unité d'angle, puis 1 pour sélectionner degrés. Maintenant, je peux effectuer le calcul. Le résultat est exprimé en centimètres, puisque dans le calcul on a utilisé 4 cm, et il est demandé dans l'énoncé d'arrondir le résultat au millimètre, donc au premier chiffre après la virgule, ce qui nous donne 3,1 cm. Voilà pour la présentation de cette méthode. J'espère avoir été clair et que tu as maintenant mieux compris. Pour le vérifier et t'entraîner, je te propose de faire ces deux exercices et j'attends de lire tes réponses dans les commentaires. Je te souhaite bon courage et à bientôt! As-tu plus de chances de gagner au loto ou d'obtenir un 6 en lançant un dé? Eh bien justement, tout le but de ce chapitre sur les probabilités, c'est de répondre à ce genre de questions, mais de façon mathématique et rigoureuse. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le vocabulaire indispensable à maîtriser pour aborder les probabilités et surtout t'apprendre à calculer une probabilité avec des exemples simples, expliqués étape par étape. Parfait pour préparer un contrôle ou une évaluation. C'est parti! On commence donc avec quelques mots de vocabulaire précis que l'on va utiliser pour parler de probabilité. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle une expérience aléatoire? Une expérience, elle est dite aléatoire lorsque son résultat ne peut pas être prévu à l'avance. Autrement dit, même si tu fais exactement la même chose, tu ne sais pas à l'avance ce que tu vas obtenir.
Et là, pour que tu comprennes bien, je vais tout simplement reprendre l'exemple de l'introduction. Si tu lances un dé à 6 faces, que tu connais certainement déjà, est-ce que tu peux savoir à l'avance sur quel nombre tu vas tomber? Eh bien non, c'est le hasard qui décide. Un lancer de dés comme celui-ci est un exemple simple d'expérience aléatoire. Ensuite, chaque résultat possible de cette expérience aléatoire est appelé une issue de l'expérience. Du coup, avec cette définition, tu peux déjà deviner quelles vont être les issues possibles de cette expérience avec un lancer de dés à 6 faces. Il y en a 6. On peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et l'ensemble de toutes ces issues, c'est ce qu'on appelle l'univers. Retiens donc que les issues, ce sont les résultats possibles, et l'univers, c'est la liste de tous les résultats. On a pour habitude en mathématiques de noter l'univers entre crochets, ou avec cette lettre grecque sigma. Allez, on continue. On passe maintenant à une situation un peu différente. Regarde bien. Je vais te présenter maintenant ce que l'on appelle une expérience aléatoire à 2 épreuves. C'est tout simplement une expérience où l'on fait 2 expériences aléatoires à la suite l'une de l'autre. Autrement dit, on réalise une première expérience, puis une deuxième juste après. Regarde avec cet exemple pour bien comprendre. On a un sac qui contient 3 boules, une verte, une rouge et une bleue, et on réalise l'expérience suivante. On tire une première boule au hasard, on note sa couleur, puis on la remet dans le sac. Ensuite, on tire une deuxième boule, et on note à nouveau sa couleur. Et comme on remet à chaque fois la boule dans le sac, les conditions restent les mêmes à chaque tirage. Il s'agit bien d'une expérience aléatoire à 2 épreuves. Et du coup, lorsque l'on va noter les issues de ce type d'expérience, elles seront formées d'un couple avec les 2 issues obtenues lors de chaque expérience, comme je te le montre ici. On note donc bien, entre parenthèses, le premier résultat, un point virgule, puis le deuxième résultat. Dans cet exemple, vert et rouge. Ça veut dire qu'on a tiré vert au premier tirage, puis rouge au deuxième. Maintenant, je vais te montrer une méthode simple à suivre pour arriver à lister toutes les issues possibles avec ce type d'expérience aléatoire à 2 épreuves. Parce que oui, quand il y a 2 étapes, ça peut parfois devenir compliqué de retrouver toutes les issues de tête. Pour ça, on va utiliser un outil très pratique, un tableau à double entrée, comme celui-ci. Regarde bien comment ça fonctionne. On va venir placer les résultats du tirage de la première boule en colonne et celui de la deuxième boule en ligne. Puis il ne reste plus qu'à compléter tranquillement chaque case du tableau en écrivant à chaque fois le couple formé. Par exemple ici, on retrouve vert-rouge, vert au tirage de la première boule, rouge au tirage de la deuxième, ou encore là, bleu et vert. Ce tableau il est donc particulièrement utile parce qu'il permet de voir toutes les issues possibles, sans en oublier. Et ici, si tu comptes bien, tu vois qu'on retrouve qu'il y a 9 issues au total. Tu auras l'occasion de retrouver dans la playlist du chapitre un exercice d'entraînement sur ce thème. On passe maintenant à une notion très importante pour comprendre les probabilités. C'est ce qu'on appelle les événements. Un événement, c'est tout simplement un ensemble d'issues. Autrement dit, c'est ce que l'on cherche à observer. Reprenons l'exemple simple d'un lancer de dés, pour bien comprendre les différents types d'événements que l'on peut étudier. Par exemple, on peut s'intéresser à l'événement obtenir un nombre pair. Et dans ce cas, les issues qui le réalisent sont 2, 4 et 6. Et on peut les écrire sous cette forme, avec les différentes issues entre crochets. Dans le cas particulier où un événement ne contient qu'une seule issue, on dit qu'il s'agit d'un événement élémentaire. C'est par exemple le cas de l'événement obtenir 3 ou encore obtenir 6. Il n'y a alors qu'une seule issue possible, qu'une seule possibilité. C'est ça, un événement élémentaire. Ensuite, on parle d'événement impossible lorsqu'il ne peut jamais se produire. Dans l'exemple de l'expérience aléatoire qu'on étudie ici, obtenir 7 avec un dé à 6 faces, c'est impossible. Et on peut alors noter cet événement avec ce petit symbole qui désigne ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune issue possible, tout simplement. A l'inverse, un événement est dit certain lorsqu'il se produit à tous les coups. Par exemple, ici, obtenir un nombre entre 1 et 6. Forcément, si on lance un dé à 6 faces, on obtiendra un nombre entre 1 et 6. Et enfin, dernier type d'événement, l'événement contraire. Celui-ci, on l'utilisera souvent dans les exercices. De manière générale, l'événement contraire de A
tout ce qui n'est pas dans A. Si on reprend l'exemple de l'événement A qui est obtenir un nombre pair, alors son contraire, c'est obtenir un nombre qui n'est pas pair, ou on peut aussi dire obtenir un nombre impair. Et un événement contraire est noté avec le symbole bar au-dessus de la lettre, ici A bar. Et les issues possibles pour obtenir un nombre impair, c'est bien 1, 3 et 5. Il est important de prendre le temps de comprendre la signification de ces différents types d'événements. Et là encore, on prendra soin de les retravailler dans les exercices qui vont suivre pour bien t'aider à les retenir. Maintenant qu'on a planté le décor, on va pouvoir parler de probabilité. Et tu vas voir que c'est plus simple que ça en a l'air. On garde en tête un exemple d'une expérience aléatoire, comme un lancer de dés ou encore tirer une carte dans un jeu. Eh bien, chaque résultat possible de cette expérience, ce qu'on appelle une issue, a ce qu'on appelle une probabilité. Et la probabilité, c'est tout simplement la proportion de chances que cette issue se produise. Une probabilité est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Si on prend toutes les issues possibles de l'expérience et qu'on additionne leur probabilité, la somme vaut toujours 1. Une probabilité de 0 signifie que c'est une issue impossible, qui ne peut jamais arriver lors de l'expérience. Et une probabilité de 1 signifie que c'est une issue qui est certaine. Et tout ce qui est entre 0 et 1 correspond à différentes probabilités que l'on qualifie dans le langage courant avec des mots comme improbable, peu probable, probable ou probable. Au milieu, lorsque la probabilité est égale à 0,5, cela correspond à 50%. Autrement dit, une chance sur deux. Ensuite, on arrive à une autre idée importante pour faire le lien entre l'expérience aléatoire et le modèle mathématique. Pour ça, imagine encore que tu réalises une expérience aléatoire avec le lancer d'une pièce à deux faces, côté pile et côté face. Si tu fais l'expérience une seule fois, le résultat est totalement imprévisible. Si tu lances une pièce équilibrée, la probabilité d'obtenir pile est de 1 sur 2, une chance sur 2. Au début, tu peux obtenir, par exemple sur 10 lancers, 7 piles et 3 faces. Puis sur 20 lancers, les résultats peuvent varier encore. Mais si on reproduit cette expérience un très grand nombre de fois, 1000 lancers ou même 10 000 lancers, alors la fréquence d'apparition de piles va se rapprocher de 1,5, c'est-à-dire de 50%. Retiens que la probabilité, c'est ce que prévoit la théorie, et la fréquence, c'est ce que l'on observe en pratique. Et c'est lorsqu'on répète un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire que la fréquence se rapproche de la probabilité. C'est finalement ce lien entre expérience et théorie qui est au cœur des probabilités. Ensuite, je vais t'expliquer comment calculer, dans des cas simples, une probabilité. Et c'est exactement ce que tu vas devoir faire dans des exercices. Au collège, on étudiera des situations d'équiprobabilité. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Eh bien, c'est simplement pour désigner une situation dans laquelle les issues ont toutes la même probabilité de se produire. Par exemple, si tu lances un dé bien équilibré, chaque face a exactement la même probabilité de sortir. Donc les issues 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont dites équiprobables. Et dans ce cas-là, la probabilité d'un événement A est notée P entre parenthèses A, et elle se calcule avec cette relation toute simple. On va diviser le nombre d'issues favorables à cet événement par le nombre total d'issues de l'expérience. Autrement dit au numérateur ce qui nous intéresse, et au dénominateur toutes les possibilités. Regarde bien ici, on va faire quelques exemples de calcul pour bien te montrer comment utiliser cette formule. Tu l'as compris, on va donc toujours avoir besoin de connaître l'univers de l'expérience, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les issues possibles. Ici, il y en a 6, et elles sont toutes équiprobables. Pourquoi est-ce que je dis qu'on en a besoin? Eh bien tout simplement parce que ce nombre total d'issues est au dénominateur dans cette formule, pour calculer une probabilité. Ensuite, on regarde ce qui nous intéresse. Pour ça, on va s'intéresser à un événement précis. L'exemple ici, c'est un événement E, obtenir 1. Cet événement, il correspond à une seule issue. Et au passage, est-ce que tu te souviens comment est-ce qu'on appelle un événement avec une seule issue? C'est un événement élémentaire. Donc, le nombre d'issues favorables qui réalisent l'événement, 1, divisé par le nombre total d'issues, 6, on trouve que la probabilité de l'événement E est égale à 1/6. Et voilà, tu sais maintenant comment calculer une probabilité simplement dans une situation d'équiprobabilité. Pour vérifier que tu as bien compris la méthode à suivre, je te propose de faire encore 2 exemples ensemble et de calculer maintenant la probabilité des événements A
et de E bar. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour t'entraîner à les retrouver seul. Premier événement, A, obtenir un nombre pair. Tu sais retrouver les issues possibles pour cet événement, c'est ça ta mission. Sur un dé à 6 faces, comme celui-ci, les nombres pairs c'est 2, 4 et 6. Ça fait donc 3 issues favorables pour l'événement A. Et comme il y a toujours 6 issues au total, on applique la formule. La probabilité de l'événement A, c'est 3 divisé par 6, tout simplement. Et ça, c'est un nombre écrit sous forme de fraction que l'on peut simplifier. 3 sixièmes est égal à 1 demi. On pourrait aussi noter 0,5 ou 50%. Maintenant, E bar. Souviens-toi, ça signifie l'événement contraire de E. L'événement E, c'est obtenir un 1 lorsqu'on lance le dé. Donc l'événement contraire, E bar, c'est tout simplement ne pas obtenir 1. Donc on va prendre toutes les issues de l'expérience aléatoire, sauf le 1. On retrouve alors 2, 3, 4, 5 et 6. Du coup, il y a 5 issues favorables pour E bar. Il vient alors que la probabilité est égale à 5 divisé par 6. Retiens bien qu'une probabilité est un nombre qui peut s'écrire de plusieurs façons, sous forme de fraction, comme je l'ai fait dans ces exemples, mais on pourrait également parfois te la demander sous forme d'un nombre décimal, toujours compris entre 0 et 1, comme on l'a vu précédemment, ou encore sous forme de pourcentage. Et d'ailleurs, ces 3 exemples, je ne les ai pas choisis totalement au hasard. Ils permettent d'illustrer une relation importante entre la probabilité d'un événement et de son événement contraire. Regarde bien ici. On avait l'événement E, obtenir 1, et sa probabilité 1 sur 6. Et son événement contraire, sa probabilité c'est 5 sixièmes. Et comme tu peux le voir ici, la probabilité de E plus la probabilité de son événement contraire est égale à 1. Ce qui est finalement logique, soit l'événement se produit, soit il ne se produit pas. Il n'y a pas d'autre possibilité. De manière générale, la somme de ces deux probabilités, d'un événement et de son événement contraire, sera toujours égale à 1. Et voilà pour ce cours sur les probabilités. Je te propose maintenant de t'entraîner avec ces 5 questions très classiques, et j'attends de lire tes réponses dans les commentaires. Bon courage pour la suite de tes révisions, et à bientôt!